La loi et les règlements proposés pour les gisements d'hydrocarbures au Québec. Quels sont les gisements? On a tout d'abord en Anticosti, un gisement non conventionnel. En Gaspésie, aux îles de la Madeleine, éventuellement à Old Harry, possiblement là des gisements conventionnels. Et dans le cas du gaz de schiste dans le shale d'Utica, il s'agit bien évidemment d'un gisement non conventionnel. Les non conventionnels demandent tous de la fracturation hydraulique. Est-ce vraiment une industrie d'avenir? On constate au tournant de 2015 une décroissance dans les courbes de production, un grand nombre d'exploitants, un grand nombre de plateformes et surtout de tours de forage ont réduit de façon drastique leurs activités. Alors, du côté du Québec, le gisement d'Utica a été étudié en 2008 et 2010. Il y a possiblement 180-190 téra pieds cubes dans ce gisement-là. Il y a bien sûr un facteur d'incertitude. On avait parlé initialement de 300 téra pieds cubes. C'est probablement une évaluation nettement exagérée. La figure ci-dessus est tirée d'un rapport de la Commission géologique du Canada daté de 2014. Alors, la densité qu'on peut observer dans bien des régions varie de 10 à 20 milliards de pieds cubes au kilomètre carré. Ça semble un gros chiffre, mais c'est certainement pas suffisant pour assurer une rentabilité partout. Les quelques endroits où la concentration pourrait être plus élevée, plus intéressante, sont forcément très limités. Regardons un exemple de puits. Puits Saint-Édouard HZ1, c'est le seul puits pour lequel on a publié une courbe de production. Alors on voit que la production initialement à 12 millions de pieds cubes par jour a chuté à peine en 6 mois au dixième de cette valeur. Et donc c'est un gisement qui ne peut pas assurer suffisamment de gaz pour payer le coût de ce puits-là. Dans le cas de l'exemple ici, ça pourrait rapporter au total entre 3 et 4 millions de dollars, alors qu'on sait bien qu'un forage avec fracturation hydraulique peut coûter 3, 4 et même 5 fois cette valeur. Du côté d'Anticosti, l'autre gisement non conventionnel, quelle est la situation? On a fait beaucoup d'études de 2012 à 2015 et les derniers rapports datent de 2016. Alors voici la situation. Ça part en février 2014, bien sûr, de l'implication du Québec avec un montant de 115 millions, sans quoi l'exploration se serait stoppée à ce moment-là. L'annonce de 115 millions était divisée en deux. Pour la partie nord, il y a eu effectivement une entente entre le gouvernement, Investissement Québec, Petrolia Corridor et une firme privée, Morel et Prom, qui ont permis de créer la société Hydrocarbures Anticosti. Alors, Morel et Prom et le gouvernement du Québec sont les deux seuls qui paient les coûts de la campagne de forage qui, au total, pourrait arriver jusqu'à 100 millions de dollars. Le gouvernement du Québec payant la grande partie. Du côté de la partie sud, l'autre 50% du 115 millions était réservé aussi pour une entente que Junex devait faire éventuellement en ayant à trouver elle-même un partenaire. Aucune firme privée ne s'est montrée intéressée à s'associer à Anticosti. Donc seuls finalement les fonds publics ont permis la poursuite de l'exploration à moitié de ce qui était prévu. Toute la partie sud, il n'y a eu aucune exploration. Alors l'entente avec Junex est tombée caduque. Les évaluations quant aux quantités d'hydrocarbures en place. Initialement, on parlait de 46 milliards de barils. En avril 2015, ça a été revisé à la baisse à 42,9 milliards de barils. Et plus récemment, la dernière évaluation qu'on peut faire à partir des données de la Commission géologique du Canada, publiée en mai 2016 de cette année, ramène cette valeur à 37 milliards de barils. On parle bien sûr de l'ensemble des hydrocarbures en place dans le gisement. Alors c'est une diminution de 20%. Plus on fait de l'exploration, moins on trouve d'hydrocarbures en somme. L'évaluation de 2011 était basée sur 19 forages, des forages anciens datant des années 60 jusqu'aux années 80. On a également une autre révision de cette évaluation, donc la révision d'avril 2015, c'est parce qu'on a fait en 2012 et en 2014 8 forages de plus qui ont donc permis d'affiner un petit peu la modélisation. Et finalement, l'ensemble des forages qui ont été réalisés, c'est-à-dire 7 de plus, on arrive à un total de 34 forages. Cette dernière évaluation tient compte des derniers forages qui ont été complétés à l'été 2015. Alors, cette évaluation permet à la Commission géologique de tracer une carte. Quels sont les endroits, quelles sont les densités dans le gisement en termes de barils d'huile en place. Alors, vous avez ici des valeurs exprimées en millions de barils par kilomètre carré. Les points rouges, les concentrations les plus élevées, atteignent 10 millions de barils par kilomètre carré, tandis que dans la partie est de l'île, bien sûr, on a moins d'1 million de barils par kilomètre carré. Alors,
ça permet à la Commission géologique du Canada d'estimer qu'il y aurait 40,6 milliards de barils équivalents en place dans toute l'île, en incluant les parcs. Bien sûr, les évaluations précédentes ne tenaient compte que des zones sous les permis. Il faut donc extraire la quantité d'hydrocarbures qui est contenue dans les aires pour lesquelles on n'a pas de permis d'exploitation, c'est-à-dire les parcs, les réserves, etc. Alors, ça laisse du côté de Junex hydrocarbures liquides, 5,9 milliards de barils du côté d'une compagnie qui ne possède qu'un seul permis d'un peu moins de 80 km², ça donne 0,38 milliards de barils, donc moins d'1 milliard. Et Hydrocarbures Anticosti détiendrait dans ses permis environ 23 milliards, 23,1 milliards de barils équivalents. À ça, bien sûr, il faut tenir compte du gaz. Alors voici la carte de la densité du gaz. C'est exprimé cette fois-ci en milliards de pieds cubes par kilomètre carré. La partie sud, surtout la partie sud-ouest, est une partie où on trouve une plus grande concentration de gaz dans le gisement. Et là aussi, la partie est du gisement est relativement pauvre en hydrocarbures. Alors, si on ajoute la quantité de gaz en convertissant ce gaz en équivalent pétrole, BEP, c'est baril équivalent pétrole. Alors, dans le territoire de Junex, il y a 1,8. Dans le territoire de Transamérica, 0,06. Et du côté d'Hydrocarbures Anticosti, il y a un 5,7 milliards de barils équivalents qui s'ajoutent donc à ce qu'on peut trouver en huile ici. Alors, au total, ça nous donne le grand total de 37 milliards de barils équivalents. C'est de là que vient ce chiffre. Ça tient compte vraiment de l'ensemble des données dont on dispose sur Anticosti. Le gouvernement a sorti en l'automne 2015 un projet ou une proposition, plutôt un scénario appelé Optimiser, publié par le ministère des Finances pour environ 4155 puits qui seraient répartis sur 23% de l'ensemble des permis. Donc, c'est une portion seulement, moins du quart du gisement sous permis pour être exploité en moyennant 4155 puits, ce qui, à 10 millions de dollars par puits, représente simplement pour le coût de construction des puits une dépense de plus de 42 milliards de dollars. Dans cette portion de l'île, donc uniquement dans la portion qui est en couleur, ici sur la carte, on n'a pas la totalité du 30 milliards, on a bien sûr beaucoup moins. Pour ce qui est du gaz en place, on a environ 2,3 milliards de gaz en place et du côté des hydrocarbures, il y a environ 6,5 milliards de barils équivalents en pétrole. Ce sont toujours des estimés qui sont figurés avec la probabilité de 50%. Il n'y a pas de garantie absolue que ce pétrole et que ce gaz est réellement en place, mais ce sont les meilleurs estimés qu'on peut faire. Alors au total, donc 8,8 milliards de barils équivalents dans une exploitation qui nécessiterait 4155 puits et qui coûterait bien sûr beaucoup plus que le simple coût des puits. Notamment pour le gaz, il faudrait aussi des dizaines de milliards de dollars pour liquéfier et transporter ce gaz. Alors voyons qu'est-ce qu'on pourrait récupérer. Est-ce qu'on arriverait à avoir quelque chose de rentable? Le pétrole récupérable, on estime de façon assez courante qu'1,8%, c'est une hypothèse optimiste, la pessimiste étant 1,2%, mais prenons 1,8% de ce qui est en place pourrait être récupéré par les puits. Ça donnerait environ, en supposant un baril à 100 $, un revenu brut de 12 milliards de dollars. Donc, à peine le tiers, en fait, même le quart de ce que coûteraient les puits dans l'île. Tenant compte du gaz, on pourrait bien sûr ajouter une certaine valeur, mais le gaz lui-même n'est pas en abondance suffisante si on l'extrait à un taux de 15%. C'est un taux raisonnable là aussi. Il n'y aurait pas suffisamment de gaz récupéré pour payer le coût de sa liquéfaction et de son transport. Donc on pourrait oublier carrément le gaz dans ce genre de gisement. Ça sera plutôt une nuisance en fait qu'un apport au niveau de la quantité des hydrocarbures. Alors, au total, en supposant qu'on récupérait tout, 0,35 plus 0,12, ça donne 0,47 milliards de barils équivalents ou 470 millions de barils équivalents pétrole. Alors, c'est pas suffisant, bien sûr, pour en faire un gisement rentable. Loin de là, on est dans un rapport 1 contre 8 avant d'arriver à une rentabilité ici. On peut pas imaginer un prix au baril rendu à 800 $ le baril. Donc, c'est totalement impensable d'arriver à une exploitabilité du côté d'Anticosti. Ce qui fait que les 3 forages proposés pour l'été prochain ne sont que des forages qui vont créer une fracturation qui elle-même sera problématique pour l'environnement. Du côté de l'Utica, dans les basses terres du Saint-Laurent, on en a déjà 18 puits qui ont été fracturés, qui sont inutiles, qui n'ont pas été jugés rentables eux-mêmes. Les compagnies se sont départies de ces actifs et ont rayé de leur livre la valeur, en fait, de ce gisement potentiel. Alors, ces sites, en voici un exemple, les 2 puits à la présentation, ont connu des fuites dès leur construction. Actuellement, ils sont
pour ainsi dire, non pas à l'abandon, mais ils sont tout simplement fermés. Avec le temps, ils vont se corroder. Qu'arrivera-t-il? On va voir ça dans un dernier diagramme. Donc, les têtes de puits, tant qu'elles sont visibles, on peut toujours les inspecter, les entretenir. C'est là qu'on permet de constater des fuites. Des fuites, à la limite, à l'intérieur du tubage peuvent être assez courantes. Ce qui est anormal, c'est quand on a des fuites à l'extérieur du tubage, dans le cuvelage ou même à des dizaines de mètres à partir de la tête de puits. Alors, c'était observé du côté de la présentation. Alors, ce n'est qu'un des nombreux sites qu'on aura à gérer, que nos descendants auront à gérer dans les basses terres du Saint-Laurent. Alors, il faut savoir qu'un puits, bien sûr, la tête du puits n'est qu'une petite partie. Qu'est-ce qui se passe quand on fait de la fracturation hydraulique? Le diagramme sur le côté du bloc ici montre une valeur de pression ou de débit en fonction du temps. Alors, quand on exploite, bien sûr, le débit initial est très élevé, mais il diminue au cours du temps jusqu'à atteindre un point où ce sera la fin de l'exploitation rentable. On ferme le puits à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer? La pression dans le puits va se remettre en pression. Alors, les fractures qui sont nouvelles sont des fractures qui ont été créées de façon tout à fait irréversible. À la fin de la production rentable, si on a extrait avec un taux de 20% le gaz naturel ou le méthane, ça veut dire qu'il en reste 80% dans ce massif rocheux à la fin. Il est nouvellement fracturé et beaucoup plus perméable qu'il l'était précédemment. Dans le cas du pétrole, c'est plus de 98% du pétrole qui demeure en place à la fin de la production commerciale. C'est le pétrole qui reste dans le massif rocheux et là, ce qui est en vert sur le diagramme, c'est une zone qui peut représenter pour chacun des 3 forages illustrés entre 50 et 150 millions de mètres cubes. Donc, c'est considérable comme volume et comme impact. La tête de puits elle-même est relativement petite, mais le puits, c'est un ouvrage qui a la taille du pont Champlain, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ferme un puits? Tout d'abord, on met un bouchon de béton, là, minimalement de 20 mètres de long dans le tubage qui servait à la production. S'il y avait des fuites à l'extérieur de ce tubage-là, c'est pas réglé. En surface, on coupe la tête de puits à 1 mètre sous la surface. On soude d'une plaque d'acier. Voici un puits qui vient d'être scellé. On voit là aussi, malgré tout, que même là, il y a déjà un début de fuite. On ne parle pas encore de corrosion qui surviendra forcément dans le temps, une fois que ce puits-là va être enterré et abandonné. Et la réglementation exige, donc, après avoir démonté les têtes de puits, qu'on restaure le terrain en surface. Une façon de procéder qui ne règle rien au point de vue technique. Quelle est la durée de cette structure abandonnée qu'on transfère à l'État? Une fois qu'elle est fermée, ça devient non inspectable et non accessible. Il y aura dégradation du coulis en milieu sursalin, ce qui est le cas des formations géologiques comme celle de l'Utica, et on sait qu'il y aura remise en pression dans le réservoir. Alors tout ça pose un problème qui est assez bien connu dans le cas des puits conventionnels et assez mal connu dans le cas des gisements non conventionnels. Présenter les hydrocarbures de roche-mère comme un pont entre les gisements conventionnels et les énergies renouvelables, c'est le plus gros mensonge en fait qu'on peut véhiculer. C'est vraiment plutôt un recul en arrière. Les gisements conventionnels eux-mêmes sont problématiques, mais c'est beaucoup plus compliqué dans le cas des hydrocarbures de roche-mère en raison justement de ce faible taux de récupération, de la fracturation irréversible qui est laissée en place dans le massif quand on abandonne, et c'est quelque chose donc qui contredit totalement la prétention de ceux qui font la promotion des gisements non conventionnels. Alors, la loi 106 ouvre la porte de façon complètement irréfléchie à tous les types d'exploitation d'hydrocarbures au Québec, y compris les non conventionnels. Donc, ça a été fait d'une façon tout à fait précipitée pour accommoder des intérêts privés qui ont vu dans l'île d'Anticosti et dans l'Utica une façon rapide de rentabiliser des actifs qui leur ont coûté presque rien. À 10 sous l'hectare, les permis, bien sûr, ont intérêt à maintenir de façon factice cette possibilité de parler de gisement exploitable, mais ce n'est vraiment pas le cas. Merci de votre attention.